Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'animer cette discussion. Donc, je suis Emmanuel Laurentin d'animer cette discussion avec Shohrah Makaremi. Après, en particulier, la diffusion de ce film que je n'avais pas eu le bonheur de voir plus tôt. Je reconnais que ça bouleverse ce film Hitch qu'on vient de voir à l'instant. Bouleverse même l'ordre de ce que je voulais faire comme discussion et comme débat avec Shohrah, parce que effectivement, c'est une sorte de clé qui était renfermée dans une armoire et qui d'un seul coup en sort pour moi en tous les cas. Et cette clé, c'est la clé d'expression, de compréhension de ce qu'est ce livre que vous avez le bonheur de pouvoir trouver ici, donc à la librairie, et qui paraîtra. Il paraît quand d'ailleurs ce livre? Le 11 septembre. Donc, aux éditions de la Découverte, là où elle avait déjà publié il y a quelque temps Femme, Vie, Liberté, donc Résistance affective, et dont on va parler avec elle à l'instant. Pourquoi dis-je que c'est une clé de compréhension? C'est parce qu'en fait, effectivement, et tu l'as dit en ouverture, Shohrah, de cette projection, il y a une véritable continuité, même un univers que tu développes et par l'image et par le livre, que ce soit dans Femme, Vie, Liberté, dans tes travaux d'universitaire et de chercheuse en anthropologie, et dans ce film. Et tout cela a une cohérence absolument extraordinaire. Oui, alors c'est un petit peu ce que je disais en introduction au film. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement un petit peu par couche quand même de travail. Entre les images et l'écrit, donc l'écriture par image et l'écriture en mots. Très concrètement, je suis d'abord allée, j'ai traduit le cahier de mon grand-père. Le cahier d'Aziz. Le cahier d'Aziz. Et ce qui en soi était un processus complet, avec un journal de traduction, dont je n'ai encore rien fait à date, mais donc il y a eu cette traduction, et ensuite je suis partie avec une caméra en Iran, et c'était la première fois que je filmais. J'ai fait ma thèse sur les zones d'attente pour personnes en instance, donc on a parlé de zones, qui sont des centres de détention frontalière et, en France, dans les aéroports, dans les gares. Et donc j'ai fait une ethnographie de la zone d'attente de Roissy, où sont détenus les demandeurs d'asile, les migrants qui sont interdits d'entrée. C'est celle de Ménil-Ablot ou c'est... Non, ça c'est le centre de rétention, c'est pour l'expulsion des personnes qui sont en OQTF ou qui sont sur le territoire. Mais moi, c'était vraiment pour les voyageurs qu'on ne laisse pas passer à l'entrée en France. Et c'est une prison temporaire qui est un bâtiment tout à fait normal sur la zone de fret de l'aéroport. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est un endroit extrêmement interdit aux journalistes, aux chercheurs, bien sûr, etc. Donc j'ai fait une ethnographie en rentrant, en étant assistante juridique dans ce centre-là, où il était interdit de photographier. C'est là où je voulais en venir. Il est interdit de photographier, donc j'avais aucune pratique de photographie ou aucune image avec laquelle travailler. Et j'étais en train de faire mon terrain de thèse quand je suis partie en Iran. J'avais acheté une caméra mini DV. Et je suis allée filmer, je ne savais pas trop. Bon, comme je dis, j'ai dit à ma grand-mère, je vais faire un film sur ma mère, je vais filmer les lieux où elle a été. Et comment est-ce que qu'est-ce que ça va me dire. Et donc, j'ai monté ces images-là en un court film qui s'appelle Antigone 88, qui n'a jamais été diffusé. Je pense pas qu'il ait une vocation à être réellement diffusé. C'est une courte vidéo que j'avais fait pour une commémoration du massacre de 88, parce que la communauté iranienne en exil, et notamment la gauche, tous les rescapés, en fait, tous les survivants, tout ce qu'en anglais on dit les outlivers, ceux qui, comme nous peut-être, on est tous devenus des outlivers quelque part de Fatma Oussana. Tous ces rescapés commémorent le massacre de 88 tous les ans, partout en diaspora. Ce sont des petites réunions. Et donc, ma vidéo, comme elle était anonyme, parce qu'à l'époque, j'avais encore le doux espoir ou l'utopie de pouvoir aller et venir en Iran, donc je ne travaillais pas sous mon nom. Et cette vidéo qui ne portait pas mon nom et qui ne portait pas le nom de ma mère, qui s'appelait Antigone 88, parce que le mythe d'Antigone, avec l'interdiction d'enterrer les morts du massacre de 88, là où il y a
une glorification, un culte du martyr autour de la mort, de la guerre Iran-Irak qui vient de se finir en 88. Et donc Antigone, pareil, elle a deux frères qui se sont tués. Et ce mythe d'Antigone, pour moi, résonnait énormément avec la situation que je vivais et que les Iraniens survivants de la violence des années 80 vivaient. Et cette vidéo-là, qui était un portrait personnel, extrêmement intime de ma mère, a circulé sous forme anonyme dans ces rencontres. Et comme il ne savait pas à qui il fallait qu'il demande l'autorisation, du coup, il se l'a refilé de pays en pays. Et je dis tout ça parce que c'est un petit peu ça qui m'a mis sur la voie de mon travail. C'est quand je me suis rendu compte de ça. Donc, je me suis rendu compte que quelque chose qui était extrêmement personnel était également extrêmement politique. Et ce que j'avais fait, à mon sens, de plus personnel, c'était juste un portrait de quelqu'un que je n'ai pas connu, qui est ma mère, et que pourtant j'ai beaucoup connu, parce que, comme je le dis dans le livre, j'ai aussi été coprésente à son monde de la prison pendant quelques années. Eh bien ce portrait-là, ce récit, ce contre-récit, avait une résonance, une dimension impersonnelle et politique, et pouvait circuler. Et donc c'est la base de mon travail, encore une fois, de revenir à ce point d'articulation où il y a quelque chose d'extrêmement impersonnel dans la façon dont le politique vient trouver son point d'application dans nos relations, nos attachements et nos liens, que ce soit familiaux, amicaux, etc. Alors, Résistance affective, c'est le titre de ce livre dont on a compris à l'instant même le lien avec le travail précédent que tu as pu mener, Chora. Et en quatrième de couverture, il y a ce terme, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté. Alors, je pense que parmi les gens qui sont ici et ceux qui nous écouteront plus tard, peu de gens connaissent ce terme de politique de l'attachement. En tout cas, il y a des théories de l'attachement qui existent, en particulier psychanalytiquement et puis psychologiquement. Mais qu'est-ce que la politique de l'attachement? Qu'est-ce que sont les politiques de l'attachement? Et en quoi sont-elles en lien ou en opposition plutôt aux politiques de la cruauté? Je pense que celles et ceux qui ont vu le film d'hier voient assez intuitivement ce que peut être une politique de l'attachement, parce que dans le film Put Your Soul in Your Hand and Walk, on a deux femmes qui décident de s'aimer pour produire à travers cet amour, à travers cet attachement, les conditions de résistance à une destruction qui concerne la vie globale dans sa totalité. Et Fatem n'a pas choisi les termes de cette lutte à la vie, à la mort, qu'elle mène tout de même. Et donc la façon dont, quand la résistance, quand la persistance est une forme de réponse, mais aussi une condition de continuité de la vie dans des luttes ou dans des moments où la vie est concernée dans sa totalité par une politique de cruauté, une politique de destruction. Dans cette totalité, c'est-à-dire dans ces moments-là, dans les moments dits politiques de l'extérieur, de la vie extérieure, mais aussi dans l'intimité de chacun. En fait, exactement, dans les moments où la vie est concernée dans sa totalité par la destruction, eh bien dans ces moments-là, la condition de persistance, la condition de continuité de la résistance, c'est l'attachement, c'est ce qui prépare le terrain, ce qui rend possible la continuité de la résistance. Comme dans une définition presque spinoziste, quand il dit c'est la volonté d'un être de persister dans l'être. Au bout du compte, c'est aussi ça. Eh bien, l'attachement, c'est à la fois ce qui prépare le terrain, c'est la condition de possibilité, mais c'est aussi l'arme de cette résistance. Et je pense que là, on peut aussi, pour moi, j'ai beaucoup pensé à ce qu'a dit Eliane Broom quand elle disait Amazonie, centre du monde, parce que cette destruction comme
forme du politique, des politiques qu'on subit, eh bien, ça se passe pas uniquement à Gaza, dans une certaine dimension, ça se passe pas uniquement en Iran dans les années 80, mais à travers l'environnement, on y est aussi confronté. C'est-à-dire que c'est une question que tout le monde a à se poser aujourd'hui, et c'est le sens de l'Amazonie, centre du monde. Et je finis le livre, simplement je vais dire ça, dans la conclusion, en parlant de la question du cancer, et comment est-ce que, par exemple, à travers la question du cancer qui nous touche vraiment toutes et tous ici en Occident, on voit comment est-ce que les politiques environnementales nous confrontent, nous mettent dans un moment où, à un moment, il va falloir y aller. Et ce n'est pas nous qui décidons du degré de répression ou des formes de résistance du côté du pouvoir auxquelles on va avoir affaire si on veut faire radicalement bouger les choses, ce qui est nécessaire. Et là, l'attachement, simplement, l'attachement, c'est une dimension de nous en tant que vivants, de notre subjectivité politique, qui est complètement constituante et qui nous constitue. Et c'est pour ça que je parle dans le livre aussi de Judith Butler de la question des identités, parce que l'identité politique, le sujet politique, qui est le sujet politique votant, luttant, résistant, eh bien, il est constitué, et il est constitué aussi par ses attachements. Alors justement, ces attachements, ils sont nécessaires, c'est ce que tu expliques dans ton livre, parce que la volonté des politiques de la cruauté, c'est de diviser, de séparer, d'atomiser, pourrait-on dire, les sociétés, et que ce que tu racontes dans ton film, à savoir cette histoire de la destruction des tombes de ta tante et de tous ceux qui l'avaient accompagné dans la lutte à Bandar Abbas, donc, eh bien, c'est ce que vous dites à propos. Pour la République islamique, c'est du présent et pas du passé. C'est-à-dire que, en fait, c'est cette question-là qui est là. C'est-à-dire que il y a des régimes de cruauté qui veulent détruire les individus, détruire les liens entre les individus, faire en sorte qu'ils soient tellement atomisés qu'ils ne puissent plus résister à quoi que ce soit et qu'ils puissent, eux, ces régimes, poursuivre leur travail de destruction. Et la seule solution, c'est justement de concevoir qu'ils ont cette volonté de te dire que ce qui, pour beaucoup, est du passé, on va vivre ensemble, on va continuer parce que les routes sont bien faites et parce que les immeubles se construisent, eh bien, tout cela, c'est une façon de résister en reprenant le passé. Et quand on te demande dans le film pourquoi tu fais ça, c'est parce que justement, effectivement, il faut aller chercher ces liens dans le passé pour pouvoir continuer à travailler au présent, à la résistance. Oui, alors je citais avant le film la phrase d'Eyal Weizmann hier, la destruction des traces de la destruction. Et dans le film, on voit les traces de la destruction, des traces de la destruction. Et donc moi, j'ai commencé à construire le film Hitch en partant de la notion de trace, justement. La trace étant à la fois donc la trace de la destruction, des traces de la destruction, mais aussi ce que la destruction n'a pas réussi à totalement détruire. Donc ces traces-là, qui sont ce que Jérôme Gaillardet dirait, ce qui a fui, c'est jamais à 100% le processus. Donc en fait, ce qui reste... On le sait pour tous les régimes historiquement voilà. Totalitaires, qu'effectivement, même s'ils ont la volonté de détruire, que ce soit le nazisme ou que ce soit le stalinisme, par exemple, à une certaine époque, eh bien, il en reste toujours quelque chose. Donc c'est à la fois ce qui reste et à la fois... ce qui permet de documenter ce processus de destruction à la fois des gens et des traces de leur élimination, qui est la violence politique criminelle. Et donc moi, je suis partie de cette idée de trace avec dans ses multiples acceptions, et j'ai essayé de suivre, parce que le film est construit. En fait, il est construit de trace en trace. Donc, il y a 12 traces dans ce film. Et par exemple, une trace peut être à la fois, très précisément, ce boulevard
et par une espèce de recherche un peu archéologique ou généalogique, le cimetière qui est en dessous. Mais une trace peut aussi être la peur de ma grand-mère. Pour moi, était une trace. C'est une émotion qu'elle a traversée pour ensuite parler. Quand elle te dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ça, qu'est-ce que oui. Le régime pourrait faire de ça. Absolument. Et donc en fait, c'est là où pour moi, et dans le livre, et dans ce livre-là et dans le film, mais je pense que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite dans le livre, la question des contre-mémoires et des contre-récits s'articule à la question des politiques de l'attachement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous constitue comme sujet, c'est à la fois nos attachements, mais c'est aussi, on pourrait dire, je parle de souveraineté affective, comme on pourrait dire souveraineté alimentaire, mais il y a aussi une souveraineté mémorielle, et c'est éminemment une arme de lutte. Sauf que, et donc ça c'est ce que j'explore un peu plus dans le livre, sauf que là, je reprends une anthropologue que j'aime beaucoup, Nazan Ustundag, qui est une anthropologue turque qui a travaillé sur les Kurdes. Sur les luttes armées, exactement, sur les luttes des femmes au Kurdistan, à la fois au sein de la lutte armée du PKK, au Rojava, et aussi les luttes de leurs mères, les luttes des mouvements de mères des disparus. Et Nazan Ustundag dit quelque part, son argument, c'est de dire pour la violence coloniale, ce moment de contre-récit face au récit, et je cite à un moment, il y avait un rappeur palestinien qui m'avait dit « We have to out-cool our oppressor ». Il faut qu'on soit plus cool que nos oppresseurs, c'est-à-dire qu'il y a une lutte qui se mène dans les salles de cinéma, qui se mène dans les salles de concert, dans les restaurants, etc., et qui est justement dans cette dimension de récit contre récit et ce qui reste de la destruction de la mémoire. Mais en fait, ce que dit Ustundag, c'est la violence coloniale, c'est même plus ça, parce qu'en effet, peut-être que la lutte est quelque part un peu victorieuse, ou en tout cas, on a développé des outils dans le champ des contre-mémoires et des contre-récits et des contre-archives avec lesquels moi je travaille, mais on est passé à un autre degré, où en fait, on va produire du corps mort et on va produire un spectacle de sidération, et c'est à travers cette émotion de sidération qu'on va gouverner, en demandant à une partie de la population, donc c'est la population turque, dans le cas des vidéos de corps kurdes laissés comme ça à l'abandon et qui vont ensuite être diffusés, etc. Dans notre cas, c'est plutôt la question de Gaza, mais c'est un jeu qui se joue à trois. Il y a le tueur, le tué, et dans ce processus, ceux qui regardent, ou ceux qui... Dans ce processus de chosification, où le corps devient, où un corps humain devient chose, il y a celui qui regarde et à qui on demande le silence, c'est-à-dire c'est dans la production de ce silence-là, dans la fabrication du silence du spectateur, par la sidération, donc à travers cette émotion-là, mais aussi par tout un continuum d'intimidation, etc. Et bien c'est à travers ça qu'on va gouverner non seulement les sociétés, voilà, ceux qu'on tue, élimine, etc., mais aussi ceux qui sont subjectivés à travers la sidération. Et donc c'est pour ça, et donc là on voit bien, moi ce à quoi je m'attache, c'est de comprendre comment on gouverne à travers les émotions, mais comment est-ce que également donc, les émotions sont des appuis et des formes de réponse possibles, parce que peut-on faire alors face à ces politiques de cruauté qui gouvernent en produisant de la sidération. Et c'est ce que j'explore dans mon chapitre sur les graines. Et de la même façon, les politiques de la cruauté ne visent pas uniquement la sidération, il y a aussi un travail d'atomisation, et ce travail d'atomisation dont parlait déjà Hannah Arendt à partir des totalitarismes, c'est le fait de produire de l'indifférence. Et moi j'ai pas mal réfléchi sur cette question à partir du cas iranien, parce que je l'ai vécu personnellement, et parce que je trouve qu'il est extrêmement pertinent pour comprendre le rapport entre société et État, et la forme douce du totalitarisme iranien. C'est comment est-ce qu'on va rendre les gens indifférents les uns aux autres,
par ce silence qu'on produit. Et donc, peut-être que moi, iranienne née dans les années 2000, je n'ai pas fait l'expérience de cette sidération qu'ont fait mes parents, mais j'hérite d'un monde politique dans lequel l'indifférence, c'est une forme de socialisation. Et donc, c'est l'après-vie. C'est un autre moment. Et face à cette indifférence-là, et c'est là où c'est un exemple pour moi des politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté, eh bien, la société iranienne, en 2022-2023, au moment de la répression absolument sanglante et terrible du soulèvement Femmes-Vie-Liberté, va décider de devenir attentif aux prisonniers et aux prisonnières qui seront exécutés. Et cette façon de faire tourner les noms, de faire tourner les photos, de dire les noms, d'essayer de mener des campagnes en ligne pour s'opposer aux exécutions, mais aussi de se rendre sur place devant la prison, devant les prisons, pour qu'à l'aube, la personne qui est partie en cellule d'isolement ne soit pas exécutée. Ça demande un courage absolument inimaginable, parce que les gens n'ont même pas le courage en fait, de filmer celles et ceux qui font ces manifestations, qui sont au pied des prisons. Les prisonniers et prisonnières politiques qui se mettent en grève de la faim depuis les prisons, depuis vraiment le ventre de la bête iranien, depuis les prisons iraniennes, pour demander la fin de la peine de mort, pour tous et toutes, pas seulement les prisonniers politiques, eh bien tout ça, c'est une façon de répondre par l'empathie et par le refus de l'indifférence à ce que l'indifférence, les formes de sujets politiques que l'indifférence fait de nous. Alors c'est d'autant plus étrange parce que tu insistes là-dessus dès le début de ton livre, dans les 50 ou 60 premières pages, qu'il y a une réticence. Alors, est-ce que c'est une réticence occidentale ou est-ce que c'est une réticence historiquement fondée par la question du culte de la raison en particulier, une réticence à cet usage de l'affection, de l'attachement et de ces résistances affectives. Alors tu cites évidemment Einstein qui dit que toute personne qui suit un défilé militaire, une musique militaire ne mérite pas d'avoir un cerveau. Tu cites Hannah Arendt qui, en répondant à James Baldwin, lui dit qu'il y a une difficulté à réfléchir à ces questions de l'affection parce que cette question des sentiments ne va pas d'une certaine manière avec la question de la raison telle qu'elle est pratiquée en Occident depuis au moins le siècle des Lumières. Et donc, on voit bien que quand on fait appel à cette question des affects, à cette question des sentiments, on dit oui, mais alors est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment une bonne manière de combattre? Alors qu'on pourrait combattre avec des arguments purement politiques. Or, toi, tu dis, les arguments politiques, ce sont des arguments aussi qui sont liés à la question des affects. Oui, il y a deux choses. Donc c'est vrai que je repars de cette phrase de Hannah Arendt qui dit à James Baldwin, finalement, elle lui dit je n'aime pas cet évangile de l'amour que vous prêchez, parce que suite à un article sur la question de la foi dans le mouvement de libération noire, parce que, dit-elle, en fait, cette beauté que vous voyez, ces attachements, c'est le propre de tous les peuples opprimés, et croyez-moi, ça ne résiste pas 5 minutes à l'heure de la libération. L'amour comme la haine n'ont pas de place en politique, sont dangereux, ce sont des étrangers en politique. Et donc, je réfléchis là-dessus parce que, comme je commence le livre avec la question des soulèvements, en partant de ce point commun entre finalement le soulèvement Femmes-Vie-Liberté, le soulèvement Black Lives Matter, mais aussi ce qui s'est passé après la mort de Naël en France, également le mouvement Ni Una Menos, qui est né suite à la mort, à l'indignation produite par un féminicide. Une jeune fille de 14 ans en Argentine, voilà, par son petit copain. Et donc, comment est-ce que dans les dernières années, on a eu une série de soulèvements et de mouvements politiques qui se sont constitués dans le point de départ. Ils ne sont pas que ça, mais à un moment, l'étincelle qui a allumé la mèche, ce sont ces émotions qui nous ont poussés dans la rue en réponse à une mort. Et donc, avec cette question de savoir est-ce que l'émotion nous pousse à descendre dans la rue quand la raison seule, en fait, une lecture des dominations, par exemple, ne suffit pas, ou est-ce que c'est parce que cette mort rend visible
devient une incorporation des rapports de pouvoir qu'on connaît déjà. Toi, tu dis c'est déjà. Qu'elle nous indigne et qu'elle nous pousse, qu'elle nous émeut autant. Toi, voilà. Tu dis c'est déjà là de toute façon. Il n'y a pas la goutte qui fait déborder le vase. Toute la situation est déjà là. D'une part, je dis que le vase déborde toujours déjà, mais oui, ça c'est en effet, ce sont uniquement ce qui craque avec cette mort, c'est les capacités de contention de la paroi aqueuse, on va dire. C'est-à-dire tout l'ordre local qui permet de contenir cette situation qui déjà déborde. Mais donc, encore une fois, qu'est-ce qui nous émeut tant dans ces morts-là ? Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir la lecture des rapports de pouvoir et de domination qu'incarnent et qu'incorporent ces morts qui, en fait que celles-ci nous émeuvent autant. Donc déjà, ça permet de déplacer un petit peu et d'arrêter... Oui, en effet, c'est un livre contre la binarité, contre plusieurs formes de binarité, mais avant tout la binarité entre émotion et raison, dont a parlé aussi, je crois, Eliane Brum plus tôt dans les rencontres. Et donc, cette idée que si on ne peut pas radicalement identifier, par exemple, le cerveau comme le siège de la raison contre... par exemple, je ne sais pas, ça serait l'épiderme, on a une réaction épidermique, donc on descend dans la rue. Ce sont des soulèvements qui, n'ayant pas une base construite et des relais qui sont organisés selon certains processus historiques de création de situations révolutionnaires, et bien c'est pour ça que ces soulèvements ne tiennent pas. Donc en fait, ils ne rentrent pas dans des schémas d'action, des schémas de compréhension de ce que c'est qu'une révolution et de comment on peut transformer un soulèvement en révolution. Cette lecture, pour moi, part d'un sujet politique qui est un sujet politique résonnant et pas un sujet politique sentant et agissant. Et c'est justement cette part des émotions dans la construction politique, ces émotions politiques qui sont souvent laissées de côté. Après, pas toujours, il y a beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé justement sur ces émotions politiques et ces passions politiques. Mais en effet, le fait de concevoir l'amour comme un étranger en politique, qui est une vision extrêmement aristotélicienne. D'une part, je le recontextualise justement dans la Grèce d'Aristote, en mobilisant une historienne de l'Antiquité, Nicole Leroux, qui a travaillé sur le deuil des mères, sur la raison pour laquelle on a fait une loi à Athènes, dans l'Athènes antique, pour interdire aux mères de pleurer publiquement à l'enterrement de leur fils mort à la guerre. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin de comment dire, de contenir. De contenir, c'est ça, à la maison, dans l'espace domestique, opposé à l'espace politique, les émotions des femmes et des mères. Et donc, alors donc, Nicole Leroux propose une analyse de ça, qui est une façon de lire l'architecture de la cité politique, de cet espace public en fait politique dont la conception démocratique est héritée de cette Grèce antique. Elle propose de lire cette architecture-là à partir de ce qui en est exclu, et notamment de toute cette vie émotionnelle, affective qu'on exclut, en disant qu'est-ce qui est dangereux en fait. Pourquoi est-ce que il y a un tel danger? Et le danger, ce n'est pas le chaos. Le danger, c'est opposé à une raison politique, une autre raison politique. Une raison politique affective d'un côté. Une raison politique, pas que affective, mais qui comprend l'affectif. C'est pas uniquement voilà. Ouais. Et donc une autre raison affective, ça nous ramène à cette question aussi des épistémés dont parlait Eliane Brum, de dire il y a différentes façons. Donc quel est le sujet politique de cette démocratie à laquelle l'amour est un étranger, dans laquelle l'amour est un étranger? Eh bien, et pour moi, c'est tout ce qu'on nous oblige à raboter pour avoir la forme du trou, pour le dire extrêmement vite. Eh bien, c'est ce processus-là qui est ce par quoi les démocraties possèdent en elles-mêmes un potentiel fasciste. Parce que le fascisme, quant à lui, n'oublie pas. Il n'hésite pas. N'oublie pas de quoi nous sommes faits, de quel bois nous sommes faits, nous autres êtres humains. Et
donc, il y a toutes les frustrations, toutes les colères. Et c'est le psychanalyste et théoricien marxiste William Reich qui, à partir d'une étude clinique, aussitôt que 1933, je crois, écrit un livre sur la psychologie de masse du fascisme, où il essaye d'analyser vraiment de façon rigoureuse, en Allemagne et en Autriche, comment est-ce que les pulsions et les émotions de frustration d'une vie démocratique profondément injuste, mais toutes ces colères indicibles, que par exemple, nous, on va mettre sous la catégorie burn-out, eh bien, comment est-ce que tout ça va nourrir aussi ce qui, dans le fascisme, est de l'ordre de l'adhésion, de l'ordre du recours, de la façon dont le fascisme décide de traiter nos émotions. Tu développes évidemment dans un long chapitre, un long travail sur le deuil. Ce deuil qui est l'occasion, tu l'as dit, justement l'hommage aux morts, qui est l'occasion de soulèvement potentiel ou de résistance potentielle. Est-ce que ça n'est pas plus compliqué peut-être en Iran, où le deuil a été utilisé, tu le rappelles, par le régime lui-même, politiquement, comme étant un moyen de forger une unité autour de ce régime contre, au moment de la guerre Iran-Irak, contre les Irakiens. Et donc, dans le coup, comment peut-on désamorcer la question du deuil comme étant un lieu de rassemblement quand le régime lui-même l'a utilisé contre ce que l'on veut faire soi-même quand on est un opposant iranien aujourd'hui. C'est-à-dire c'est assez complexe d'être un opposant iranien ou une opposante iranienne, de dire on va se rassembler au moment du deuil pour pouvoir faire son travail justement d'opposition, quand le régime lui-même a utilisé cette question du deuil comme étant le moment essentiel de constitution d'une unité nationale. Absolument. Alors, le deuil, comme en fait, j'utilise la question, enfin, je parle de la question du deuil pour réfléchir sur la façon dont les émotions collectives fournissent des grammaires. Et que ces grammaires, donc la grammaire émotionnelle et la grammaire collective du deuil, elle est extrêmement ritualisée en Iran, mais pas que. Et par exemple, dans le mouvement Black Lives Matter, il y a une grammaire du deuil qui reprend les déambulations urbaines, les marches, etc., qui existent dans la tradition de résistance et de libération noire. Donc en fait, cette grammaire, ces formes ritualisées d'expression du chagrin, ça ne diminue pas le chagrin. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression qu'une émotion est plus puissante quand elle est sincère, quand elle est personnelle, quand elle est individuelle, et que le fait de rentrer dans un cadre précis, ça va la diminuer. Et j'ai l'impression que ce que nous apprend l'anthropologie, c'est au contraire que ces formes, que ce langage, que ces grammaires qui est donné aux émotions, en les rendant collectives, peut les attiser, les rendre aussi puissantes. Et plus effectives d'une certaine manière. Voilà, exactement. Et donc c'est par là que le deuil offre une grammaire aux émotions politiques. Et par exemple, lors de la révolution iranienne de 79, le deuil et la temporalité du deuil a offert le tempo de la révolution. Et de cérémonie de 40e, donc ce rituel du deuil iranien comprend particulièrement une cérémonie de rassemblement au 40e jour après le décès. Et cette cérémonie du 40e, où on allait célébrer la mort, enfin commémorer la mort des martyrs qui s'étaient fait tuer par la police du Shah 40 jours auparavant, devient l'occasion de nouvelles manifestations. En même temps, ça tombe, je crois, au moment de Ashura, qui était voilà. Donc ça, c'est manifestation. C'est ça. Et donc ça, c'est la temporalité de la révolution iranienne. Et ensuite, on voit en effet comment est-ce que la République islamique, qui est la théocratie iranienne, qui est un projet fasciste, comment cette forme politique fasciste va investir, avec cette place qu'elle connaît aux émotions dans son art de gouverner, va investir la question du deuil avec le deuil des martyrs qui devient un élément de subjectivation très important dans l'Iran post-révolutionnaire. Et donc, la question se pose,
comment est-ce que, parce que dans le cadre, dans le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, les cérémonies du 40e, notamment le 40e de Gina Mahsa Amini, qui est la jeune femme qui a été tuée, dont la mort a mis le feu aux poudres de la révolte, comment est-ce que ces cérémonies de 40e peuvent être réinvesties dans une grammaire, dans un pays, dans un espace politique où déjà qui est saturé par cette propagande ou cette grammaire du martyr. Eh bien, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le deuil, on va danser dans les cimetières, on va chanter dans les cimetières, des chants révolutionnaires, on va faire des feux de joie dans les cimetières, on va brûler les foulards. On va faire circuler des photos de Gina Mahsa Amini qui elle-même danse. Et donc, là, on est à la fois dans la profanation du deuil chiite et l'usage, le réinvestissement de la grammaire du deuil chiite. Donc là, en effet, c'est un exemple d'émotion politique qui est assez opérant. Et qui est original et qui justement prend en compte l'usage du deuil par le pouvoir totalitaire dont tu parlais. Il y a une question qui est assez formidable au milieu de ton livre. C'est cette question des contre-archives. Tu ne peux plus aller en Iran depuis pas mal d'années maintenant. Tu continues à travailler sur l'Iran, sur les battements de la société iranienne, et tu le fais avec une méthode que tu as imaginée pour toi, c'est-à-dire de se dire on peut faire une recherche de terrain sans être sur le terrain. On en avait parlé dans des émissions précédentes à France Culture. Et donc, c'est ce que tu développes dans ce chapitre consacré aux contre-archives. C'est-à-dire qu'il y a des archives, évidemment, tout processus révolutionnaire cherche à conserver la mémoire de ce processus, etc. Mais parfois, c'est extrêmement dangereux dans des pays totalitaires. Et tu dis, il faut aller chercher d'autres archives. Et les archives de l'attachement, ce sont des liens, ce sont des choses qui ne laissent peut-être pas de traces, mais qui laissent dans le souvenir de chacun de celui qui a participé à un événement ou qui voudrait s'opposer au régime totalitaire en question, qui laissent des traces qu'en tant que chercheuses et chercheurs, on doit aller chercher. Comment fait-on justement pour inventer des archives qui n'existent pas, par exemple? Comment fais-tu? On peut repartir de cette archive affective, en fait, qui est par exemple la peur de ma grand-mère. La notion de contre-archive, et pourquoi dire contre-archive, par exemple, plutôt que archive alternative. Elle part de deux choses. C'est d'une part la relation entre archive et pouvoir, qui est là, qui a été beaucoup mise à jour par les historiens et les philosophes. Les lieux de conservation, de préservation des mémoires du passé sont souvent liés et à des formes de gouvernement, puisqu'en fait, il faut une certaine logistique. Et souvent, donc, il y a un lien, en tout cas, assez complexe entre archives et pouvoir qui est là. Et pourquoi ne pas dire simplement des archives alternatives, des archives fabriquées ailleurs? Contre-archives renvoie à la nature de ces archives-là également. Tout simplement, quand vous archivez vos mails, c'est que vous en avez plus besoin. Quand vous archivez une facture EDF, c'est que là, vous estimez que vous n'allez plus l'utiliser. Et donc, on archive ce qui n'est pas dans un usage immédiat, qui n'appartient pas à notre présent en train de se faire. Or, ces traces du passé, et notamment ces traces du passé qui intègrent les traces de la destruction des traces, eh bien ces ensembles de traces-là n'appartiennent pas à un passé archivable. Ce n'est pas archivable pour de multiples raisons, et une des raisons, c'est ce que la violence fait à la mémoire, ce que la violence fait aux communautés, et la dimension spectrale dont elle peut imprégner nos vies, ce qui fait que la nature même de ces traces-là a aussi une nature spectrale. Et c'est vrai que moi, dans le film, à un moment, par exemple, quand je filme la maison de mon enfance, dont ma grand-mère raconte l'histoire, bien sûr que j'ai le souci ou l'ambition, en tant que cinéaste, d'arriver à transmettre ce sentiment d'être dans une maison hantée.
Mais voilà, donc c'est pour ça que je dirais contre-archive plutôt qu'archive. Et ensuite, il y a une autre question qui se pose. C'est la façon dont les archives ne sont pas uniquement écrites, ne sont pas uniquement visuelles. Et ça, c'est bon, toutes les théories de l'affect qui ont beaucoup amené ça, je pense, à l'histoire. C'est la façon dont une comptine peut être une archive. Par exemple, vous prenez... moi, c'est vrai que à un moment, quelqu'un qui n'était pas français m'a fait remarquer que les comptines en France sont extrêmement violentes, sont cruelles. Un petit cochon pendu au plafond, Alouette, on lui tire la queue, Alouette, je te plumerai, une souris verte, évidemment, qui courait dans l'herbe. Et donc ça, tu le sais, une souris verte, en fait, c'est, quand on regarde d'où ça vient, c'est une histoire de la guerre de Vendée. C'est une trace, c'est une archive de la violence de la guerre de Vendée. Mettez-la dans l'huile, mettez-la dans l'eau, il en ressortira un escargot tout chaud. Et donc une comptine peut être une archive. Et dans Song of Solomon, par exemple, de Toni Morrison, à la fin, la chanson est une archive. Le corps peut être une archive. On le sait, quand on a vu le film de Ritipan, effectivement, le bourreau qui refait le geste, eh bien, c'est une archive. Si il ne refait pas le geste devant la caméra de Ritipan, on ne saura pas comment ont été exécutés ou ont été torturés des gens à S27, le lieu de torture de Khmer Rouge, par exemple. Absolument, et si on pense au film de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, je ne sais pas si vous avez vu ce film absolument incroyable, qui est un documentaire sur le génocide des communistes, le massacre des communistes indonésiens en 1965 et 66. 500 000 morts, je crois. Oui. Et en fait, le réalisateur va sur place pour essayer de parler à des témoins de ce massacre. Et étant donné que les bourreaux sont encore au pouvoir, comme c'est le cas en Iran également, étant donné que les victimes ont tellement peur de parler et les bourreaux sont tellement fiers encore de ce qu'ils ont fait, qu'ils décident de faire une espèce de fiction, c'est-à-dire qu'ils proposent aux bourreaux de faire les repérages d'un film de fiction où ils vont expliquer, eux, le massacre et donc refaire les gestes du massacre, et il va les filmer. Et en fait, le documentaire, c'est ce film de repérage-là, d'une fiction qui, bien sûr, ne verra jamais le jour. Et à la fin, non, je ne peux pas vous dire la fin parce qu'il faut absolument que vous voyiez le documentaire, mais dans ce geste le geste devient archive de façon extrêmement puissante, et je vous invite vraiment à voir ce documentaire parce qu'il y a un surplus de sens par rapport uniquement au fait de retrouver ce qui s'est passé, qui est la dimension éthique du crime et le fait que le criminel est d'accord avec tout le monde sur la dimension éthique de son crime et sur le fait que son crime est un crime. C'est-à-dire que personne n'est dupe dans ce jeu-là, et c'est le corps du bourreau qui va dire cette vérité à la fin du film. Donc ça, ce sont des archives aussi, enfin des contre-archives, comme tu le dis. Ce qui est la contre-archive, en fait, dans le geste, ce n'est pas uniquement le geste de tuer, mais c'est ce que refaire le geste de tuer fait au bourreau. Oui. Alors, on a commencé notre discussion, avant de donner la parole à la salle dans quelques instants, on a commencé notre discussion sur le film qu'on vient de voir, sur Hitch. Et ce qui est extrêmement troublant, je te l'ai dit avant de commencer la discussion, avant qu'on en parle, c'est que tu réserves à la fin de ce livre, où tu as théorisé justement toutes ces questions des résistances affectives, toutes ces questions de ce qu'est une politique de l'attachement, comment les questions de rapport entre les humains dans des contextes de domination, etc., peuvent être des ressources pour pouvoir repartir à l'assaut et continuer le combat politique. Tu reviens sur ton film et tu dis à plusieurs moments dans ce livre, à la fin de ce livre, tu dis « je n'y ai pas tout mis ». Bon, ça, on le sait, quand on fait un documentaire, on ne met pas tout dans le documentaire. Et ça n'est pas comme une sorte de regret, mais tu dis, je vais vous expliquer pourquoi je n'y ai pas tout mis et pourquoi certains des passages que je n'y ai pas mis sont des passages importants, par exemple par rapport à ta grand-mère. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? C'est-à-dire, qu'est-ce que ce film dit de ce que tu n'as pas pu mettre à un moment ou ce que tu n'as pas voulu mettre dans un montage définitif, mais qui nourrit quand même la réflexion aujourd'hui, plusieurs années plus tard, que tu as mené avec ce livre?
Alors, si on se met d'accord avec Eliane Broom, encore une fois, que ces contre-archives les cicatrices sont des contre-archives, et elle disait, moi je cherche une écriture, j'ai cherché à voir comment est-ce que mon écriture pouvait être aussi une cicatrice. Et donc, dans le film Hitch, je cherche une forme qui soit, je parlais tout à l'heure de la dimension spectrale, enfin, je cherche une forme qui soit aussi une cicatrice. Je cherche une forme qui soit ce tchador rapiécé. Et c'est un film qui est qui est beaucoup moins traversé par la vie que par exemple le film de Sepideh Farsi, qui là est entièrement presque du côté de la vie. Mais ce dont je parle quand je parle des rushs de Hitch dans le livre, c'est aussi à partir de cette question de la destruction des traces, de la destruction et des contre-archives, c'est que dans le film Hitch, il y a des scènes qui, pour moi, réalisatrice, et pour mon monteur, dialoguent, sont en conversation avec d'autres scènes qui ont figuré dans le film pendant très longtemps, parce que la durée de fabrication du film a été très longue, notamment pour les difficultés causées par la destruction des stèles, la destruction du cimetière, qui nous a amené à refaire le film, qui s'est décomposé comme ça un peu par son centre en cours de route. Mais bref, je pourrais revenir dessus dans les questions. Mais en tout cas, j'ai enlevé des bouts du film qui appartenaient à ce film. Et donc, il y a des scènes qui sont là en conversation avec des scènes qui n'y sont plus, qui sont muettes. Et donc, je parle de ces rushs-là. Des rushs, et donc, en disant que l'histoire, c'est la même chose. Il y a des moments qui conversent avec d'autres moments qui ont été oubliés, qui sont comme ces rushs qu'on n'a pas retenus dans le récit officiel ou dans le récit qu'on nous a transmis, etc. Et qui sont pourtant là, mais qui sont comme ces rushs oubliés ou ces rushs finalement non montrés. Et donc ensuite, ça me donne une espèce de méthode qui fait que dans la dernière partie du livre, qui est beaucoup plus personnelle, j'explore les rushs non montés de Hitch notamment. Alors, il y a aussi quelque chose autour, évidemment, de la politique des mères, pourrait-on dire. Les régimes totalitaires ont toujours porté un regard particulier sur les mères, puisque c'est sur elles qui doivent faire les générations qui viendront, et surtout remplacer par des nouveaux enfants ceux qui seront peut-être détruits par le régime lui-même, d'une certaine manière. Et donc, on a toujours vu ces questions de politique maternelle ou de politique des mères de façon comme étant de droite, comme étant voire d'extrême droite, etc. Toi, tu proposes une autre lecture de ces questions du rapport des mères à la société, à la politique, en insistant sur cette question de l'attachement, le deuil. On en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être le deuil des mères. Tu nous as expliqué tout à l'heure effectivement que ce deuil, il était dangereux pour le pouvoir, parfois, que ce soit dans la Grèce antique ou dans les sociétés contemporaines. Et en faisant le compte, effectivement, on se dit, il y a quelque chose là qui se passe de très important. Qu'est-ce que tu nous dirais de cela, justement, du fait que cette politique des mères n'est pas forcément à regarder de façon... réaliste. Ouais. Oui, en effet. Pour moi, quand je pense aux mères de la place de Mai en Argentine, ou quand on pense aux personnes et mères du samedi en Turquie, les mères de Khovaron en Iran, elles ont très peu à voir avec les Russes avec les retours d'Afghanistan, des cercueils en Afghanistan, ou de Tchétchénie. Elles ont assez peu à voir avec le projet du maréchal Pétain quand il instituait la fête des mères. Et donc la puissance politique de mobilisation et un peu la puissance matricielle, comment on reproduit des subjectivités politiques résistantes à partir de ce qui, chez les mères, n'oublie pas et ne pardonne pas. Eh bien, ça, en effet, pour moi, je l'avais identifié dans le cas iranien, mais je pense que c'est comme un lieu d'exil du politique. C'est-à-dire que les mouvements de mères, le souvenir, le fait de partir du plus petit, de ce qui résiste ultimement et qui persiste en bout de compte, et qui est le fait de dire cette personne que vous avez fait disparaître et dont vous prétendez qu'elle n'a jamais existé, eh bien, elle a existé.
Ces atomes-là se sont composés en un individu et cet individu a existé. Et c'est très compliqué parce que c'est à ça qu'on a affaire en dernier lieu. Et c'est ça la politique de disparition. Et donc ce moment-là, c'est repartir de ce qui reste. C'est ce reste-là dont on repart. Et ce moment-là peut devenir un lieu d'exil du politique comme aussi forme de résistance quand il n'y a plus... Rien d'autre. Quand il n'y a plus de possibilité de subjectivation politique publique, de création d'espaces publics dans des moments autoritaires, totalitaires, répressifs, etc. Et ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé ce qui était intéressant en faisant le lien, parce que ce n'est pas uniquement le cas dans des sociétés, on va dire non occidentales, non démocratiques ou qui ne sont pas des États de droit. C'est également le cas, ça a été le cas en 2005 en France, ça a été le cas encore en 2023. Ziad Bouna, c'est pour les émeutes de 2005. Exactement, c'est le cas de Justice pour Adama, qui est un mouvement, et de tous les mouvements de justice et vérité, qui sont des mouvements politiques. Ces mouvements-là prennent force politique au moment où il n'y a pas de possibilité de représentation politique ou d'énonciation politique de certaines formes de domination ou de certaines formes de contestation du pouvoir. C'est précisément à ce moment-là. Donc en fait, il faut tenir ensemble les deux choses. C'est pas uniquement... Il ne faut pas les considérer comme à l'écart du politique, il ne faut pas les considérer comme, disons, des réactions épidermique dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'est normal, une mère pleure son fils, etc. Mais c'est autre chose, selon toi. Ce n'est pas parce que ce sont des politiques de l'amour que ce ne sont pas des politiques, c'est au contraire ce qui en fait puissamment des ressources, des conditions de continuité possible d'une vie politique qui a été détruite ou dissoute ou même comment dire, rabotée, mutilée, etc. Et donc dans le cas des mouvements de mer, c'est à la fois le mouvement, mais c'est à la fois le fait que ce mouvement-là intervienne dans des moments où il n'y a pas, dans l'offre, pour le dire très rapidement, dans l'offre politique parlementaire, dans l'offre des partis, ou dans l'espace public à cause de lignes rouges, eh bien on ne peut pas parler de tel sujet ou de tel autre. Et ce moment-là, en fait, c'est le moment où les mouvements de mer continuent malgré tout. Et c'est en fait ce malgré tout aussi. Et comment faire pour que ces politiques affectives gagne l'ensemble d'un pays ou d'une population. On voit bien, ça, je ne crois pas que tu y répondes véritablement dans ce livre. C'est-à-dire, tu dis ce sont des germes, tu parles des graines, ce sont des débuts, mais on voit bien qu'il y aura des résistances du corps social. Ce que tu décrivais de l'anesthésie d'un corps social qui a été travaillé par la domination, etc., et par un discours de domination, fait qu'il y aura des résistances de ce corps social à ces graines qui pourraient germer et qui pourraient donner autre chose, une situation plus révolutionnaire, comme tu le dis. Comment faire pour justement vaincre ces résistances sans quoi il y aura sûrement un retour possible de bâton, un backlash de la part du pouvoir en question? Alors il y a deux choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire les deux, mais très rapidement, on n'a pas besoin forcément de cultiver, parce que la grande donnée, c'est que c'est déjà là. Oui, c'est ce que tu disais. Donc c'est peut-être pour ça que il n'y a aucun programme ou quoi que ce soit. C'est déjà là. Ça existe déjà absolument. Sauf que les choses ont été reprogrammées, racontées, redéfinies. Par l'industrie médiatique, dis-tu, c'est ça? Pas uniquement, aussi par nos grilles de perception, de compréhension, d'intelligibilité, de définition, de catégorisation, etc. Les choses ont été posées de fait, de sorte que ce qui est déjà là n'est pas forcément vu comme une ressource potentiellement agissante dans le champ du politique. Donc d'une part, c'est absolument, ça existe absolument déjà. Et en fait, il s'agit de se réapproprier les moyens, enfin vraiment, j'en parle à un moment, de cette souveraineté affective.
Et donc, notamment, quand je parle des politiques de l'attention, c'est-à-dire que, et c'est un exemple, c'est pas le moyen, mais dans la question de la solidarité internationale, on parle d'économie de l'attention, donc on va faire attention, tous les projecteurs sont mis sur l'Ukraine, donc on ne voit plus Gaza. Aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'auparavant, les projecteurs sont un peu plus mis sur ça dépend sur Gaza. Ça dépend. Oui, mais bon, alors par exemple, voilà. Donc et on ne parle pas du Soudan, on ne parle pas de l'Afghanistan et on ne parle pas du Kurdistan. C'est comme si notre attention, donc c'est comme si c'était un effet de lumière et d'ombre. On va faire l'économie de l'attention, mais on ne va pas questionner quelle est la texture de cette attention. Est-ce que l'attention, c'est une vertu que possède en fait la conscience occidentale et qui fait que quand l'opinion publique fait attention à quelque chose, s'intéresse à quelque chose, du coup, elle met en lumière ce problème-là, et donc c'est un gâteau, donc il faudrait se partager les parts, et s'il y en a pour les uns, il n'y en aura pas pour les autres, ou est-ce que l'attention, en fait, c'est tout autre chose ? Et donc là, revenir sur la question, et c'est vraiment le point de départ du livre, qu'est-ce que l'attention ? Et en quoi est-ce que donc ça permet de complètement repenser dès lors ce que c'est que la solidarité, et l'attention comme étant une façon de se relier à. Et elles existent, ces façons de se relier à. Et on le fait quand on a... je sais pas, quand sur nos réseaux sociaux, par exemple, pour celles et ceux qui vont sur les réseaux sociaux, quand on voit le post de quelqu'un qui a envoyé une image depuis Gaza, soit on peut partager, soit on peut liker, soit on peut rien faire, soit on peut envoyer un message à cette personne et se mettre en relation avec cette personne. Donc en fait, il existe des possibilités, elles sont déjà là. Il n'y a rien de plus à ramener dans ce moment-là, si ce n'est vraiment de se redéplier en fait dans la pleine dimension de ce qu'on est en tant qu'être d'attachement social, également. Ouais. Oui. J'ai été un peu surpris parce que je crois que tu t'es intéressé pas mal à la question de la guerre en Ukraine à une certaine période. J'ai été un peu surpris qu'il ne soit pas plus présente, cette guerre en Ukraine, dans un travail justement sur les politiques de l'attachement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, ou est-ce que c'est parce que cette guerre en Ukraine et les combats qui sont menés autour ne sont pas totalement en phase avec ce que tu veux démontrer ? Non, en fait, c'est vrai que l'Ukraine est bien trop absent de ce livre, parce que c'est un livre que j'ai écrit très vite, dans une grosse urgence. Mais bon, après, c'était aussi la condition, et que sans doute, si j'avais fait ça de façon plus réfléchie, avec plus de temps, j'aurais écrit sur l'Ukraine également, qui est une situation que je vis et que je connais depuis plusieurs années. Et justement, je profite qui rentre pleinement en fait dans ce livre-là. Et oui, c'est une chose que je voulais dire ici aussi, donc j'en profite avec joie, merci, pour rappeler que donc aujourd'hui, 24 août, c'est la journée de l'indépendance de l'Ukraine, et que pour moi, c'est une lutte qui est totalement en résonance avec toutes les autres luttes et toutes les formes de résistance dont il est question. D'une part, parce que je parlais tout à l'heure du fait que Fatem résiste, mais ce n'est pas elle qui a décidé que c'était une résistance à la vie, à la mort. Ce n'est pas elle qui a choisi cette dialectique de destruction totale qui menace l'entièreté de son existence et dans laquelle pourtant elle résiste. Eh bien, l'Ukraine, c'est la même chose. C'était pas du tout une question territoriale. C'est pas une question de dire on donne le Donbass, on prend ci, etc. Ou on ne veut pas céder cette partie de notre territoire du fait de cette histoire géopolitique, etc. C'est une guerre d'existence. Et dans cette guerre d'existence, l'espoir et toutes les vénures en fait de l'ordre social ukrainien, dans ce qu'il a eu de productif et de créatif dans les 5 années qui ont séparé Maïdan, la révolution de Maïdan, de la guerre, et bien tout ça est mobilisé pour résister. Et quand on voit les choses sous cet angle-là,
ça nous permet deux choses. C'est d'une part de sortir des binarités, encore une fois, ce que disait Eliane Brum aussi, ce qu'a réaffirmé Sepideh Farsi hier après le film, c'est-à-dire de n'être ni pour la République islamique, ni pour Netanyahou, ni pour le Hamas, ni pour la Russie. Et donc, on n'est pas obligé de se relier de façon géopolitique et de rentrer dans ces grilles de lecture binaires. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé? Tout simplement parce que on peut voir les choses en termes de zones de friction, ou ce que disait Jérôme Gaillardet et pardon, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Jeanne Ettelin. En parlant de zones, c'était bien ça. Il existe des zones critiques de résistance où toutes ces formes de solidarité, parce que en fait, elles sont engagées dans les mêmes processus et dans les mêmes formes de lutte et de résistance, sont connectées entre elles. Circulent. Et puisent aux mêmes sources et produisent des subjectivités politiques qui apprennent les unes des autres et qui s'aiguisent au regard les unes des autres également. Ce qu'on voit généralement pas, justement, quand on parle géopolitique. Absolument pas, parce que ces zones... C'est en deçà de ce qu'on appelle théoriquement la géopolitique. Tout à fait. Et donc, et quand on se situe à ce niveau-là, et en fait, il est donné à toutes et tous d'aller se situer à ce niveau-là. On n'est pas obligé. Donc en fait, c'est quelque chose, encore une fois, pour dire, comme quand je disais que c'était vraiment à portée de tout le monde, et que c'était, enfin, à portée de tout le monde dans le sens où c'est déjà là, et qu'il n'y a rien à... dans un premier temps, c'est là. Et ben, là, c'est pareil. C'est voir les choses en termes de zones critiques, de solidarité, où la solidarité va être aussi comprise et pratiquée, notamment comme une forme d'attention tout à fait différente de ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien c'est à notre portée à toutes et tous. Oui, avant de donner la parole à Lassad, très brièvement, tu parles de féminisme transnational. Est-ce que c'est justement une grille de lecture qui t'a permis justement d'élaborer ce travail sur les politiques de l'attachement ? Oui, non seulement c'est une grille de lecture, c'est un lieu d'incubation, c'est un lieu d'expérience et de vie. Et c'est en effet à travers les rencontres avec d'autres féministes et militantes autour de ces questions que j'ai pu aussi avoir la matière pour pouvoir parler, notamment dans le chapitre 3, de ce que le féminisme avait apporté au soulèvement. Donc non pas la place des femmes dans les soulèvements contemporains, mais de la façon dont ces soulèvements étaient redevables aux féministes. Qui veut poser une ou plusieurs questions à Shoura Makaremi? Il y a un micro. Où sont les micros? Oui, j'ai une dame devant. Oui, il y a aussi quelqu'un là. Voilà. Ouais, j'arrive après. Voilà. Oui. Bonjour. Déjà, bonjour. Merci. Merci pour ton film. C'était très touchant. J'ai été très ému. J'avais deux questions. La première, c'était sur cette question de l'absence ou de l'absente et de ce que raconte ton frère dans son petit vignoble en devenir et du fardeau, du poids de cette absence et de ce que ça peut inspirer aussi dans une vie digne pour le présent et peut-être pour demain, ou une vie de lutte. Et je me demandais ce que tu pensais de ça, parce qu'on l'entend lui parler, mais tu n'en dis pas grand-chose. Peut-être que tu étais entièrement d'accord. Et la deuxième question, j'ai eu souvent en tête, j'ai un peu honte d'oublier son nom, mais un philosophe militant communiste syrien qui a beaucoup écrit sur l'absence de Samira, qui a été enlevée par un groupe islamiste, l'exil et la prison. Et partant de là, de ce qui est quasiment pas nommable, ce qui pourrait s'apparenter peut-être à l'expérience de lui, il la ramène à la Shoah ou à d'autres moments comme ça d'où les mots se perdent. Comment partir de là, de ce qui est traumatisme, ce qui se transmet dans l'intergénérationnel, ce qui est silencié. Je pensais aussi aux tortures
que ta mère a subi et ce qui n'est pas nommable par ta famille. Comment partir de là pour construire des perspectives de lutte demain et non pas juste la mort en direct sensible qui, 40 jours après, offre une dynamique de rage et de lutte. C'était un peu ces deux questions. Alors, merci. Tu fais référence à Yassine Al-Saleh, ouais, de Syrie. Je pense que bon, tes questions étaient aussi un peu des réponses, c'est-à-dire pour moi c'était il y avait des parties de réponse dans la question, puisque c'est les éléments que je pose les uns à côté des autres pour qu'ils conversent les uns avec les autres, c'est-à-dire par exemple, pour repartir de ta première question qui est la conversation avec mon frère, en fait cette conversation-là, en effet je n'en dis rien parce que je ne voulais pas créer une espèce de dialectique de celles qui luttent pour le souvenir contre ceux qui disent, et c'est très genré, hein, celles qui luttent pour le souvenir contre ceux qui disent non, on a le droit d'oublier, il faut oublier pour construire, pour aller vers l'avenir. Et dans ce film que je réalise, que je monte, du coup ces scènes que je monte, être celle qui a le dernier mot forcément, et mettre les spectateurs de mon côté, les spectatrices de mon côté. Il me semble que voilà, là il y avait quelque chose que justement je ne voulais pas faire, parce que quand mon frère me dit en fait ce que tu fais est impossible, je suis pas sûre qu'il ait tort. Je sais pas, lui il est sûr d'avoir raison, mais moi je suis pas sûre qu'il ait tort. Et donc donc peut-être qu'il a raison, mais je continue quand même à travailler. Mais tu y travailles quand même. Et il y a encore de la matière que je n'ai pas mis dans ce livre-là. En fait, quand je fais un nouveau travail sur ce long travail, je pars en listant tout ce dont je n'ai pas encore parlé et qui est très important. Très important, mais pas du tout, mais pour moi, très important pour moi. Et donc, par exemple, il y a 2 ou 3 choses qui au départ étaient dans le plan de ce livre, mais finalement je les ai enlevées parce que vous avez l'impression, et moi aussi des fois j'ai l'impression d'être très impudique, mais en fait je vous assure, je dis que le strict nécessaire, et tout ce qui n'est pas absolument nécessaire je le dis pas. Et donc il y a quand même une économie de la pudeur, même si elle se niche par exemple dans Hitch, dans les couleurs. Dans le choix de la forme, de la mise en scène, dans le fait que je m'habille en robe d'Antigone rouge. Donc pour moi, c'était trouver mon personnage de clown, en fait, de réincarner voilà, sans forcément le dire, mais d'aller titiller mon père et mon frère comme ça sur un autre registre. Et donc c'est des choses qui permettent de... Voilà, pour moi, c'est aussi une économie de la pudeur qui est là. Et donc mon frère, comme il incarne la raison, le sens commun, une sagesse néolibérale, dans tout ce qu'elle a aussi elle est, mais pas que, enfin, je veux dire néolibérale, ça serait une sagesse libérale dans laquelle on vit. Et dans laquelle même le mot de trauma, je pense, a été conçu, développé, utilisé, etc. Et pour moi, j'ai pas besoin de me déraciner radicalement de tout ça. C'est le monde dans lequel je vis. Toutefois, elle a cette puissance-là, la parole de mon frère. Et j'avais besoin de lui donner cette puissance-là dans le film. Et donc, la place de la construction était, la place de la séquence était importante dans la construction du film. Et aussi, à quel moment est-ce que j'arrête et je commence la séquence. C'est-à-dire que s'il y a un rire qui part un peu trop tôt, par complicité, on se met de mon côté et le personnage de mon frère tombe un peu dans le ridicule, alors qu'il ne l'est pas et il se tient. Et donc, il fallait que je donne cette dignité absolue, cette force absolue, et la façon dont cette position-là, en fait, menace la narration du film depuis l'intérieur. Et donc, c'est un peu une acmé, en effet. Je l'ai bougé de place et le film s'est mieux tenu. Parce que, en effet, c'est une vraie tension
que moi j'ai pas résolu personnellement, et je pense que je peux pas répondre plus à la question dans ce sens-là. J'avais une question devant, madame. Et je rajoute que dans ton livre, tu donnes un autre extrait que tu n'as pas mis dans ton film de l'entretien avec ton frère. Oui, absolument. Qui est bouleversant, mais je laisserai les auditeurs s'y intéresser plus avant. Allez-y, madame. Oui, merci beaucoup en tout cas, Chora. Et en revoyant ce film, j'ai vu à quel point... J'ai vu d'abord deux choses sur lesquelles je voudrais t'interroger. La première, c'est qu'en effet, tu parles d'un régime qui est un régime de la cruauté en soi, mais comme tu l'as abordé tout à l'heure, ce serait s'illusionner que de penser qu'il s'agit uniquement des régimes totalitaires, dits totalitaires, et que les régimes sous lesquels nous vivons, de néolibéralisme autoritaire, soient exempts de ce type de cruauté, tout au contraire. Et nous savons très bien que nous avons à lutter contre, voilà, et qu'il ne s'agit jamais que d'une différence de degré, beaucoup plus que d'une différence de nature. Et je pense que ce que tu dis de ces régimes-là peut aussi nous aider à penser la lutte contre le régime dans lequel nous vivons actuellement. Ça, c'est le premier point, et je voudrais un peu t'interroger là-dessus. Et le deuxième point, c'est à quel point ces politiques de l'attachement ne peuvent être des politiques que si elles sont aussi, d'une part, collectives, c'est-à-dire si elles ne sont pas un repli sur le sentimentalisme individuel auquel nous poussent énormément les régimes néolibéraux sous lesquels nous vivons, c'est-à-dire si elles sont un refus de l'atomisme sentimental. Et il me semble que là, il y a peut-être effectivement un écart à donner. Et par ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé en revoyant ce film, c'est à quel point il suppose d'abord, avant de l'attachement et de l'émotion, et justement pour susciter de l'émotion chez le spectateur, et non pas du sentimentalisme, il suppose énormément de sang-froid. Et c'est sur ce sang-froid que je voudrais t'interroger, c'est-à-dire la manière dont on construit une politique de sang-froid pour précisément faire valoir une politique de l'attachement. Merci, Christiane. Merci beaucoup. Alors, peut-être que je partirai de ta dernière question. Et je pense que c'est... je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette question du sang-froid. Et en effet, j'avais peut-être pas mis le mot sur quel contre-affect, en fait, pourrait nous aider dans une gouvernementalité par le sentimentalisme, on va dire, qui nous confisque le terrain des émotions, et donc il est à reconquérir, forcément. Et en effet, c'est peut-être la raison pour laquelle, parce que Emmanuel, tu m'interrogeais avant la rencontre sur la raison pour laquelle je décide dans le livre de parler de mon histoire personnelle à la fin uniquement, et pas du tout au début. Et en fait, quelque part, rien ne prépare la deuxième partie du livre pour les lecteurs de la première partie du livre, parce qu'il est question d'autre chose. Et j'avais besoin, dans ce livre-là, comme dans Femme, vie, liberté, comme dans le film Hitch, j'avais besoin de construire une mémoire pour les lecteurs ou les spectateurs, et qu'ensuite on puisse, avec cette mémoire qu'on se construit à travers la lecture ou à travers le film, voyager. Donc en fait, l'armoire, par exemple, quand elle est sur une auto à la fin du film, cette image comme contre-monument ne fait sens que pour ceux qui ont vu ce que c'est que cette armoire et ce qu'elle représente. Donc il a fallu toute cette mémoire qu'on s'est construit à travers le film. Et je pense que là, on revient à cette question également, oui, de la mémoire et de ce qu'on doit partager en commun pour pouvoir, en tout cas moi c'est comme ça, de façon très très circonscrite, et là il faudrait que je réfléchisse à tout ce que tu viens de déplier dans sa complexité pour pouvoir te répondre de façon plus précise, mais à brûle pour point, pour ce qui est de ces travaux-là, cette question du sang-froid, et en effet le film c'était un vrai problème pour moi, qu'on pleure. Donc j'ai tout fait pour qu'on ne le fasse pas. Alors après, faut pas être trop interventionniste non plus. Donc c'est vraiment une
une question de geste, vraiment, de souplesse du geste, de précision du geste, que le geste ne soit pas raide, et aussi une question de pudeur, c'est-à-dire que quand on veut travailler à l'articulation de l'intime et du politique, en tant que c'est le point d'application du pouvoir, mais aussi le point d'appui de la résistance, eh bien, ça nous force, et ça, en fait, ce sont les féministes, et notamment celles qui ont travaillé sur la question des violences sexuelles, qui ont beaucoup permis de comprendre tout ça. Ce sont toutes ces théoriciennes-là, mais donc à ce moment-là, il y a un enjeu de pudeur, puisqu'on est obligé d'ouvrir, et que la question de la pudeur telle qu'elle a déjà été posée pour nous, telle qu'elle a déjà été réglée pour nous par avance par le corps social, eh bien c'est un des instruments en fait du silence, de la fabrication du silence. Et donc j'en parle de la pudeur comme presque d'une neutralité axiologique, d'une certaine compréhension de la neutralité axiologique, qui serait dire, eh bien, on a des définitions extrêmement, des grammaires de la pudeur qui sont extrêmement culturelles et posées. Et en fait, quand on fabrique les sciences sociales, quand on écrit les sciences sociales, on le fait par rapport, quelle que soit notre nationalité ou notre lieu de résidence, on le fait par rapport à ces cadres de la pudeur qui ont été posés et créés dans des sociétés occidentales. Et donc, en fait, est-ce que ça ne relève pas d'une certaine neutralité axiologique pour une anthropologue que de finalement les faire exploser en... Mais alors donc, c'est pas parce qu'on les prend pour... qu'on refuse qu'on ait réglé la question pour nous que la question ne se pose pas du tout. Bien sûr qu'elle se pose, éminemment. Mais alors, dans ces cas-là, c'est à chacun, et c'est la forme, et c'est l'œuvre même qui répond, quoi, qui a son économie. Et je dois dire que tu aides les lecteurs potentiels de ce type d'ouvrage, parce que tu mobilises dans cet ouvrage tout un tas de références que, bien qu'ayant lu pas mal de choses dans ce domaine, je n'ai jamais lu, et tu les malaxes de telle manière, tu les travailles de telle manière qu'elles sont accessibles à tout le monde, et que par là même, on peut, d'une certaine manière, c'est aussi un roadbook pour la question de l'affectivité, de la question des politiques affectives et les politiques de l'attachement, parce que tu fais le point sur ce qui se dit ailleurs qu'en France en particulier, sur ces questions-là, et ça c'est très utile parce qu'on avance avec toi dans une compréhension de la mondialisation de cette idée. Et pour revenir à la question de la cruauté, en fait, ce que nous force à faire les politiques de cruauté, et c'est vrai que, par exemple, la façon dont Gaza a été construite comme ligne rouge, c'est un concept que j'utilise pour parler de la société iranienne, du rapport entre société et État dans la société iranienne, mais en fait, quand dans la rencontre où il a été question de l'extraction minière au Chili, et où du moment qu'on ne revendique, qu'on ne remet pas en cause la propriété de ces terres par les compagnies minières, eh bien les communautés indigènes, par avoir toute une série d'autres reconnaissances, etc. Eh bien ça, c'est la fabrication d'une ligne rouge également. Et en France, je l'aurais peut-être pas dit comme ça avant, mais là, on voit bien comment est-ce que la question de Gaza et le mot de génocide, par exemple, pourquoi est-ce que vous dites pas de façon très pragmatique, allez, on va dire crime de guerre, comme ça tout le monde est d'accord et on peut avancer. Eh bien non, mais justement, le mot de génocide vient désigner la ligne rouge, en fait. Donc là, il y a un surplus, il acquiert un surplus de signification qui est plus du tout juridique, mais qui est proprement politique dans la façon où il devient un champ de lutte, un champ de bataille. Mais encore une fois, la façon dont ce champ de bataille a été forgé comme champ de bataille, les termes du problème, ce ne sont pas ceux qui s'entêtent à dire génocide qui l'ont posé. Mais par contre, ils disent non. Et donc, par rapport à ça, je pense que la question de la ligne rouge, très très concrètement, est un processus qui nous permet de comprendre ces fonctionnements politiques au-delà du partage entre régime autoritaire et état de droit, même s'il y a énormément de différences en effet, et que je ne peux pas rentrer en Iran, ce que je dis en France, je ne peux pas le dire en Iran, et y compris ce que je pourrais dire sur la France en France. Voilà, donc il y a quand même énormément de... Il y a des distinctions réelles, il y a aussi des processus à l'œuvre qui eux aussi sont bien réels, et c'est pour ça, et là je vais pouvoir du coup rebondir sur la question
question précédente, la question de la répression, parce que les politiques de la cruauté sont des politiques qui nous amènent à être réactifs plutôt qu'actifs. La question de la répression, en fait, et je le dis à la toute fin du livre, mais elle est peut-être sous-estimée dans la mesure où les politiques contre-révolutionnaires ne sont pas uniquement des réactions face à des soulèvements. Les politiques contre-révolutionnaires ont un poids, y compris dans l'histoire du XXe siècle, auquel il faut sans doute rendre toute sa puissance et voir comment est-ce que les techniques de pouvoir, les techniques de ces politiques contre-révolutionnaires sont celles qui sont employées, par exemple, par les compagnies minières extractivistes, par leurs agents de sécurité privée ou par leurs médias, etc., aujourd'hui contre les militants écologistes. Et donc, en effet, il y a... en effet, pour moi, un système politique qui, s'il est touché dans ses fondements, si on trouve l'œil de Goliath et qu'on tend sa flèche vers l'œil de Goliath, eh bien oui, on va avoir une réponse dont la nature et l'étendue nous est encore inconnue, mais on sait que c'est à la vie, à la mort, quoi.